Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthodologie d'enseignement sur la psychiatrie et l'addictologie qui utilise le cinéma et les débats comme support d'enseignement et qui encourage les étudiants à la publication d'articles dans des revues scientifiques. Mais avant de passer au vif du sujet, permettez-moi de faire une petite introduction sur les jeunes et l'usage des médias et sur comment intégrer la vidéo dans l'enseignement. L'un des défis de l'éducation est de s'adapter constamment à l'évolution de la société. Les nouvelles technologies et le Web 2.0 facilitent l'accès à l'information et permettent aux utilisateurs de devenir auteurs dans la création du savoir collectif. De ce fait, les jeunes transforment son rapport aux médias et aux images et privilégient de plus en plus l'usage de la vidéo. Souhaitant reprendre un rôle actif, les jeunes n'arrêtent pas d'augmenter leur consommation et leur création de vidéos pour leurs loisirs, voire pour leur recherche d'informations. Pour vous donner des données plus concrètes, 65% des collégiens français ont déjà créé des vidéos et 82% des lycéens ont déjà créé et posté ces vidéos sur un réseau social. Au vu de ces constats, que savons-nous de l'impact de l'usage de la vidéo dans l'enseignement? Laissez-moi vous résumer 3 recherches sur l'utilisation de la vidéo numérique dans l'enseignement. Peter Wilmot et ses collègues ont fait une étude longitudinale pendant 4 ans à un groupe d'étudiants entre 18 et 26 ans. Ils ont montré qu'il existe une corrélation entre l'usage de la vidéo en classe et l'augmentation de la motivation, l'amélioration de l'expérience d'apprentissage, l'obtention de notes plus élevées et le développement de l'autonomie de l'apprenant. D'un autre côté, Bowser et ses collègues, et aussi Reed en 2003, ont montré une amélioration de la performance scolaire par l'utilisation de la vidéo durant les cours des sciences et des langues. Et enfin, Thierry Carzanti et ses collègues étudient les enfants jusqu'à une population de 10-17 ans et les auteurs confirment que l'usage de la vidéo en classe augmente les capacités à visualiser des phénomènes et à mémoriser. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi certains auteurs qui postulent que cette amélioration de la capacité de mémorisation s'explique par la juxtaposition de l'émotion et de la cognition, ce qu'on retrouve typiquement lors des visionnements de vidéos. On voit bien que les jeunes aiment de plus en plus les vidéos et que ces mêmes vidéos peuvent être utilisées pour améliorer les performances scolaires en général. Du côté de la psychiatrie et de l'addictologie, nous avons testé et nous avons constaté plusieurs avantages à l'utilisation du cinéma dans l'enseignement. D'abord, vous savez bien que le cinéma joue un rôle important dans l'éducation et la communication des stéréotypes sociaux. Conscient que les films peuvent nourrir des préjugés et des idées fausses sur la psychiatrie et la maladie mentale, l'utilisation du cinéma permet d'aborder des questions sur les représentations sociales des troubles de l'addiction, mais aussi des patients et des soignants. Pour illustrer cet aspect, je vous laisse regarder cette sélection de scènes et de réfléchir à ces représentations sociales qu'elles mettent en scène. I believe we might be at a point where we might want to try some alternative methods. We've had excellent results with ECT in the past. So if I can just get your John Hancock, we'll get underway. Let's have a look at it. Alright. I'll be back in a minute.
De plus, les films touchant aux problématiques psychiatriques sont souvent réalisés avec l'aide des spécialistes de la santé mentale, ce qui permet, dans certains cas évidemment, de présenter une approche réaliste et cohérente. Ceci permet d'utiliser le cinéma pour analyser, étudier et apprendre à identifier les différentes psychopathologies. Je vous ai préparé un extrait qui vous permettra de voir des scènes et des critères diagnostiques du DSM-5 qui pourraient correspondre à ce qu'on est en train de voir dans la scène. Tout ça pour illustrer justement la puissance du cinéma à niveau de pathologie, de la psychopathologie et aussi de la possibilité de faire facilement le diagnostic. Je vous laisse observer ces scènes. Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a quiet, sensitive type. Got your present. Bonjour. Je voulais juste un petit pipi. The ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. See this important pill now, before it is too late. With me? And I realize that his name is not on that list, but we must have that suite. Yes, we must have that suite. What's the score here? What's next? Your suite isn't ready yet, but someone was looking for you. No, we haven't done anything yet. Move! I can't handle this. This man suffers from a bad heart. I have plenty of medicine. My name is Dr. Guns. Pair a suite at once. We'll be in the bar. Sicuro? Venerdì, mercoledì, prima non li tengo. Enfin, l'offre importante des films sur les addictions est un atout, car permet de retrouver facilement des représentations de différentes pathologies et ses conséquences médico-psychosociales. En cherchant sur l'IMDb, la base de données internationale des films, j'ai trouvé plus de 500 films contenant le mot-clé addiction. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont encouragé à développer avec le professeur Daniele Zulino une méthodologie d'enseignement qui a été testée avec eux, nos étudiants universitaires. En 3 ans, nous avons eu 50 étudiants inscrits à ces cours à option de l'Université de Genève pour des élèves de 2e, 3e année, provenant des facultés de médecine, de psychologie et de nutrition. Pour mieux comprendre le concept de notre cours, voici le programme de films que nous avons utilisé en 2015 dans l'enseignement L'addictologie dans le cinéma. Il s'agit d'un cours de 9 séances et chaque séance traite d'un film qui aborde un trouble addictologique. Le but principal de cet enseignement est l'apprentissage de la psychopathologie et des représentations sociales de la psychiatrie en utilisant le cinéma et les débats comme support d'enseignement. Une particularité de ce cours est que les étudiants prennent un rôle actif dans la création du cours
Et certaines séances sont organisées par eux, en groupe, et ils s'occupent du choix du film, du montage, de la préparation théorique, du débat, et de la présentation de tout cela devant ses camarades. Voici les séances réalisées de A à Z par les étudiants en 2015. Concrètement, chaque séance est structurée en 3 étapes. La première étape consiste à faire une présentation théorique sur les aspects cinématographiques et les aspects psychopathologiques du trouble illustré dans le film. Cela dure environ 30 minutes. La deuxième étape consiste à la projection du film. Le film est visionné en version originale, sous-titré en français. Sa durée maximale est de 60 minutes, ce qui permet de respecter les droits d'auteur dans le cadre de l'enseignement. Pour cela, nous sélectionnons les extraits significatifs du film et nous décrivons la trame entre les scènes choisies. Enfin, la troisième étape, le débat. Il se déroule en 4 étapes. La première étape, la psychopathologie. Le personnage choisi, qui représente les troubles, est analysé en passant en revue tous les critères diagnostiques du DSM-5. Pour cela, la technique est simple. Les participants répondent à un questionnaire en ligne réalisé à partir de ces critères diagnostiques. Les résultats de ces sondages sont repris et débattus dans cette première partie du débat, permettant ainsi de discuter sur chacun de ces critères. La deuxième phase du débat traite des représentations sociales de la maladie et des patients psychiatriques. Des questions sur leur représentation dans le film, sur les stéréotypes utilisés, sur la perception plus ou moins stigmatisante que le public pourrait avoir, sont reprises avec les participants. La troisième étape, les représentations sociales des psychiatres et des soignants. Des questions sur les techniques et stratégies de soins, sur les stéréotypes et sur l'influence de cette représentation dans la perception de la psychiatrie d'aujourd'hui sont débattues. Enfin, dernière phase, la représentation sociale du système de soins psychiatriques. Voilà une partie que j'aime bien. Comment est-il représenté, le système de soins? Est-ce choquant, rassurant, inquiétant ou plutôt amusant? Avons-nous envie d'être traités dans un lieu comme celui-là? Quelles alternatives avons-nous aujourd'hui que nous n'avions pas à l'époque durant laquelle le film s'est inspiré? Cet enseignement encourage aussi les étudiants à faire de la recherche. D'un côté, ces cours proposent aux étudiants de réaliser un mémoire en groupe sous la forme d'un article qui est soumis par la suite aux archives suisses de neurologie, de psychiatrie et de psychothérapie dans une toute nouvelle rubrique appelée Analyse de films. Cette rubrique, qui a été créée spécifiquement à partir de l'initiative de ces cours, sera alimentée régulièrement par les écrits de ces étudiants universitaires. Nous pouvons déjà annoncer avec fierté la première publication avec les étudiants Michel Godel et Thibaut Corpato sur le syndrome d'Asperger dans le film Mary and Max, film qui a aussi été utilisé dans d'autres enseignements dans notre service comme le synepsie. D'un autre côté, ce cours permet de réaliser une recherche qui consiste à comparer, pour chaque film, les réponses des étudiants et des professionnels aux critères diagnostiques DSM-5 du trouble représenté. Le but est de savoir si le cinéma est un bon support d'enseignement et si le film choisi représente correctement la psychopathologie. Pour conclure, j'aimerais rajouter que les données récoltées grâce au questionnaire réalisé à partir du DSM-5 montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les réponses des professionnels et des étudiants, ce qui permettrait de confirmer l'hypothèse que le cinéma est un bon moyen d'apprentissage de la psychopathologie, ou simplement que le DSM-5 permet trop facilement de diagnostiquer. Là, les hypothèses pourraient être diverses. Enfin, nous sommes actuellement en train d'évaluer si le cinéma permet aux étudiants de se mettre à la place des patients et de reconnaître leur souffrance. Sur ce point, nous constatons qu'en fonction du genre de film, il est plus ou moins facile pour l'étudiant de se mettre à la place des personnages.
Typiquement, il est difficile d'être empathique envers les patients dans les comédies, par exemple, parce qu'elles sont souvent inondées de stéréotypes. Par contre, les drames sont souvent très efficaces dans la sensibilisation des troubles mentaux et des troubles de l'addiction. Je ne peux pas finir cette présentation sans vous conseiller d'aller voir notre nouveau blog du service d'addictologie appelé AddictoHugues, un blog collaboratif qui souhaite mettre ensemble les personnes concernées par l'addiction, les proches et les professionnels. Merci beaucoup pour votre attention.